Chers amis, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement les jeunes organisateurs de cette rencontre. Et j'aimerais vous dire à toutes et à tous, à ce Kwasanaino et Robin, bonne et heureuse année, nouvelle année à Mazir, qu'on vient de fêter il y a quelques jours. Les jeunes, pour le Maroc, c'est d'abord la relève, c'est d'abord l'avenir, c'est également l'espoir pour une vie meilleure. C'est la dynamique, c'est la ténacité et c'est la bonne volonté. Au Maroc, on souffre d'un sérieux manque d'élites qui ont ces qualités. Les élites politiques, intellectuels qui ont été tous mis à la retraite malheureusement, qui sont devenus indifférents à ce qui se passe au Maroc. Juste avant le 20 février, on pouvait dire qu'on ne trouvait plus sur la scène politique ou culturelle marocaine cette voix qui appelle à la justice et au changement. On ne parle plus du changement. Tout le monde attendait un feu vert qui vient de haut. Tout le monde attend ce qu'on appelle l'isharat, c'est-à-dire des gestes ou des instructions qui viennent du roi. Même les partis politiques, pendant longtemps, ont perdu leur initiative, ont perdu leur la relation avec leur base et sont devenus des partis sous la merci du système barzanien. Donc, si aujourd'hui on vit une nouvelle époque, c'est grâce effectivement à ce mouvement 20 février. Qu'est-ce qui distingue le mouvement 20 février de toutes les révoltes que le Maroc a connues il y a plus d'un demi-siècle? Pourquoi ce mouvement a eu tout cet impact sur le Maroc et sur les Marocains de l'extérieur, pour tous les pays du monde? Quelles sont les qualités de ce mouvement 20 février et quelles sont les conséquences? Bien entendu, le Maroc, comme vous le savez tous, a vécu une vie politique avec beaucoup de tensions. Il y a eu des conflits politiques, des conflits sociaux, des conflits intellectuels, et malheureusement, tout ça a été récupéré d'une manière ou d'une autre par le système barzanien. En 1958, il y a eu la révolte d'Adobihi au Maroc central, il y a eu les événements tragiques du Rif, il y a eu les cellules armées de Ahmed Bougliz au sud et à Casablanca. En 1965, il y a eu la grande révolte que vous connaissez à Casablanca. Il y a eu des massacres, des carnages d'une manière inhumaine, qu'il y avait des gens, des militaires qui utilisaient la mitraillette des hélicoptères, c'est-à-dire ils tiraient pourtant sur les élèves et sur les étudiants. En 81, 84, à Casablanca, 92, à Fès, et puis après 99, l'époque Mohamed VI, il y a eu les révoltes de Sfrou, Boumelndetz, Sidi Ifni, des révoltes qu'on appelle des révoltes de pain, Intifadat al-Khubz. C'était des révoltes à caractère socio-économique et avec quelques slogans politiques. Mais justement, ce qui distingue le mouvement 20 février, c'est d'abord le contexte. Le mouvement 20 février est venu dans un contexte très spécial et très sensible. Il y a eu les révolutions Tunisie, Égypte et Libye, ces révolutions qu'on n'a pas tardé à appeler le printemps arabe, malheureusement, alors qu'on ne s'est pas rendu compte que c'est d'abord des révolutions africaines. Ça se passe d'abord en Afrique. Ça a commencé en Afrique, c'est un printemps d'abord africain.
Et puis c'est un printemps démocratique des peuples. Ce n'est pas un printemps arabe. C'est la manière française de faire des conceptions et de les diffuser, parce que les régimes, c'est-à-dire les systèmes d'uniformisation, ils essaient toujours de réduire la dynamique des peuples en une seule dimension. Pour nous, ce printemps, c'est un printemps démocratique, un printemps des peuples. Pourquoi? Parce que toutes les composantes, toutes les ethnies, toutes les forces vives des nations sont descendues dans la rue pour revendiquer dignité, liberté, c'est-à-dire justice, et ce n'est pas uniquement les Arabes qui sont descendus dans la rue pour revendiquer cela. Donc ce n'est pas un printemps arabe, il y a eu des Coptes dans la rue, des Arméniens, des Kurdes, des Amazirs, des Mendaïns de l'Irak, des chiites, des sunnites, des païens, des athées, des croyants, tout le monde est descendu dans la rue pour le changement, pour revendiquer un changement. C'est-à-dire, ils ne veulent plus de système despotique et dictatorial. Après la chute des systèmes tunisiens, libyens et égyptiens, enfin je parle de chute des systèmes, mais en fait je crois qu'il en reste encore quelques éléments. En Égypte, on ne peut pas parler de Israt Nedam parce que Nedam est toujours là, c'est les militaires. En Libye, on peut parler de la chute Kadhafi, mais il ne faut pas oublier qu'après 42 ans de despotisme, Kadhafi a laissé derrière lui une mentalité enracinée dans la société, c'est le panarabisme. Il est toujours là. Des membres même du Conseil national de transition ont toujours la même idéologie panarabiste, refusent la différence, refusent la pluralité, la diversité culturelle, identitaire du pays. Donc ils continuent à garder le même concept et la même idéologie. Donc le système est un peu encore, c'est la chute de Moubarak, la chute Kadhafi et la chute de Ben Ali. Mais les systèmes, ils essaient encore de revenir et de s'installer. Donc il faut que ces peuples soient vigilants, il faut que les jeunes qui ont de Facebook, qui ont commencé cette dynamique historique, restent vigilants et restent dans la rue. C'est fondamental parce que ça peut revenir et s'installer encore une fois. C'est pourquoi les Mazérins de Libye continuent à s'indigner contre le Conseil de transition, national de transition, et contre le gouvernement actuel, parce qu'il continue à nier l'existence des Amazirs, des Berbères en Libye, et c'est pourquoi il n'y a pas eu de présence, c'est-à-dire ils ne sont pas représentés dans ces instances. Pour que toutes les forces déposent les armes et acceptent un état de droit et un état démocratique, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait une constitution démocratique en Libye, en Tunisie et en Égypte. Pourquoi? Parce que dans les trois pays, il y a des forces de régression, des forces archaïques et encadrées par une idéologie religieuse fanatique qui croient que la révolution, c'est libérer les islamistes pour qu'ils aient le droit de persécuter les autres. Alors ça, on ne peut pas l'accepter. Les jeunes qui ont commencé cette dynamique, ils ne l'ont pas fait pour qu'il y ait une autre sorte de despotisme religieux. Ils l'ont fait pour la liberté, ils l'ont fait pour la dignité, et non pas pour remplacer un système dictatorial par un autre. Et je crois que c'est ce que les islamistes marocains n'arrivent toujours pas à comprendre, eux aussi, parce qu'ils ont cru que le mouvement 20 février a libéré les Marocains, ils sont devenus plus audacieux, ils ont fait tomber à jamais le mur de la peur, comme a dit tout à l'heure Soumia, mais ils ont compris qu'ils ont le droit à des élections non falsifiées, c'est-à-dire des élections qui vont donner la majorité aux islamistes pour qu'ils
gouverne. Nous sommes d'accord, l'un des mécanismes de la démocratie, c'est le vote démocratique et transparent, mais avant d'aller au vote, la démocratie, c'est d'abord des valeurs, c'est d'abord une conscience humaine et humaniste, c'est d'abord une éducation, une mentalité qui est basée sur le respect de l'autre. C'est ça d'abord la démocratie. Quand on ne respecte pas les autres et on croit qu'avoir la majorité, ça nous permet de faire ce qu'on veut de tout le monde, ça c'est une conception fausse de la démocratie. Et c'est la démocratie islamiste.